Une semaine, c'est long en temps de guerre. Tout peut arriver. Et pour la Russie, 7 petits jours pourraient transformer ce qui s'annonçait comme une économie d'exportation de pétrole renaissante en un chaos enflammé, provoqué par les frappes ukrainiennes en profondeur. Bien sûr, c'est exactement ce qui s'est passé, car la Russie a été contrainte d'endurer 7 jours d'enfer qui lui ont tout arraché. L'Ukraine a fait en une semaine ce que les sanctions n'ont pas fait en des années, tandis que la Russie ne peut que chercher dans les décombres en feu. Nous vous emmenons au 31 mars, date à laquelle la nouvelle est tombée que l'Ukraine avait mené une frappe en profondeur contre le port stratégique russe d'Ust-Luga sur la mer Baltique. L'attaque visait un immense complexe pétrolier chargé de traiter 700 000 barils de pétrole destinés à l'exportation chaque jour, en plus des exportations de céréales, engrais et charbon. C'était un coup porté à un réseau d'exportation en mer Baltique, assurant 40% des ventes de pétrole russe. Cela aurait déjà été une très mauvaise nouvelle pour Poutine. Ce que nous avons vu le 31 mars n'était pas isolé, c'était plutôt un tour d'honneur. C'était le point culminant d'une série de frappes en profondeur ayant duré toute la semaine, visant Ust-Luga et l'autre port clé de la Baltique en Russie, Primorsk. En fait, l'attaque du 31 mars représentait la 4e fois en une seule semaine que les drones ukrainiens s'étaient abattus sur Ust-Luga. Cette pression envoie à Poutine un message clair. L'infrastructure pétrolière qu'il croyait sûre est maintenant une cible. Rectification, ce n'est pas seulement une cible, c'est quelque chose que l'Ukraine peut frapper à volonté. Il en va de même pour Primorsk, cible légitime de frappes ukrainiennes répétées durant une semaine d'enfer pour la Russie, qui a sûrement paru interminable. United 24 Media fournit les détails, en notant que la campagne de l'Ukraine contre les ports de la mer Baltique de Poutine a commencé le 23 mars, avec une poignée de frappes qui semblaient isolées. L'Ukraine avait de nouveau déclenché ses sanctions aériennes, apparemment en réponse à la capacité de la Russie à tirer parti du chaos actuel en Iran. Mais c'était sûrement tout ce que cela allait être, et si cela avait été le cas, cela aurait suffi. L'attaque du 23 mars a provoqué plusieurs explosions à Primorsk, ainsi que des incendies dans des réservoirs de carburant. Ces réservoirs sont essentiels au fonctionnement d'un port qui peut stocker 921 000 tonnes de pétrole brut et 240 000 tonnes de produits pétroliers lorsqu'il fonctionne à plein régime. Mais ce qui semblait être une attaque isolée s'est avéré être tout le contraire. L'Ukraine a enchaîné. Des drones ont frappé Ust-Luga et Primorsk chaque jour, lors d'une campagne spectaculaire, bien plus vaste et puissante que ce que Poutine aurait anticipé. Ces ports étaient censés être sûrs. C'est pour cela que la Russie les utilisait. Mais les drones ukrainiens ont parcouru des centaines de kilomètres, évitant les défenses aériennes, ou n'en rencontrant aucune, pour infliger 7 jours de malheur au dirigeant sadique qui a ordonné l'invasion du territoire ukrainien. Après cette semaine infernale, la Russie doit se rendre à l'évidence. Tout brûle à Ust-Luga et à Primorsk, et les résultats parlent d'eux-mêmes. 3 réservoirs de carburant à Ust-Luga ont été détruits lors d'une attaque le 29 mars. Ces réservoirs, d'une capacité totale de 90 000 tonnes de pétrole, dont tout le pétrole brûle désormais avec les carcasses des réservoirs qui le contenaient. La frappe ukrainienne du 25 mars sur ce port a détruit 5 réservoirs, soit 150 000 tonnes de carburant partis en fumée, et touché 3 pétroliers de la flotte fantôme amarrée. Des dégâts similaires ont été constatés à Primorsk, obligeant la Russie à stopper plusieurs fois le chargement de pétrole la semaine dernière. En éteignant les incendies, elle constate les dégâts et réalise que des semaines, voire des mois de réparation seront nécessaires pour que ces ports retrouvent leur capacité d'avant. Même si les réparations commencent, la Russie sait que l'Ukraine peut encore viser les ports. Rien ne les a arrêtés durant ces 7 jours d'enfer. La Russie ne pourra probablement pas empêcher d'autres frappes. La navigation des pétroliers de la flotte fantôme, ou devrions-nous dire leur absence, est également révélatrice. Au cours de la semaine du 23 au 31 mars, seuls 4 pétroliers ont été chargés à Primorsk. Le nombre habituel est de 10. L'Ukraine a diminué le chargement des pétroliers de 60%. À Ust-Luga, c'était encore plus élevé, puisque seulement 2 sur les 8 habituels ont été chargés, soit une baisse de 80%. Moins de pétroliers chargés signifie moins de pétrole vendu. D'un chiffre habituel de 4,1 millions de barils exportés chaque jour, les ventes de pétrole de la Russie sont tombées à seulement 2,3 millions de barils. 1,8 million de barils ne sont pas vendus chaque jour, alors que la Russie cherche à en profiter face à la flambée des prix du pétrole après l'opération Epic Fury. Bien sûr, moins de barils vendus signifie aussi moins de revenus générés par l'industrie pétrolière russe. Un reportage de United 44 Media du 31 mars donne les détails.
Il indique que le prix moyen du brut de l'Oural de la Russie a augmenté de 11,30 $, atteignant un sommet de 73,24 $ le baril en raison de la guerre en Iran. Malgré cette hausse, la semaine difficile imposée par l'Ukraine à la Russie via ses frappes de drones a limité les revenus russes à 1,44 milliard de dollars pour la semaine se terminant le 29 mars. La semaine dernière, les géants pétroliers russes ont généré 2,45 milliards de dollars, soit plus d'1 milliard que le Kremlin ne peut pas taxer pour la guerre. C'est tout l'intérêt. La Russie pensait qu'on lui avait lancé une bouée de sauvetage économique dans la guerre, car une combinaison d'échecs des sanctions occidentales et de la hausse rapide des prix du pétrole lui permettrait de générer des milliards de dollars supplémentaires en revenus pétroliers. Quelque chose a changé. L'Ukraine a visé et frappé des cibles à plusieurs reprises avec ses drones. Maintenant, l'aubaine dont la Russie comptait profiter s'est embrasée sous les frappes que l'Ukraine a portées contre les ports baltes. En une semaine, l'Ukraine a accompli ce que les sanctions n'ont pu faire en des années. Cela a placé l'économie russe, qui avait brièvement entrevu l'espoir, sur la voie rapide de la ruine totale. Nous aborderons plus tard les problèmes économiques de la Russie. Concentrons-nous d'abord sur l'échec des sanctions, auxquelles la semaine d'attaque menée par l'Ukraine contre les exportations d'énergie russe répond directement. Affirmer que les sanctions occidentales sont un échec total contre la machine de guerre russe serait injuste. Elles ont entamé la capacité de Poutine à faire la guerre, selon l'Economics Observatory. Depuis le début de l'invasion de Poutine jusqu'à août 2025, les sanctions occidentales ont coûté à la Russie environ 100 milliards de dollars de revenus inutilisables pour payer les soldats ou produire du matériel destiné à être utilisé en Ukraine. C'est un bon résultat, il faut l'admettre. Cependant, 100 milliards de dollars en un peu plus de 3 ans reste modeste face aux revenus générés par la Russie grâce à la vente de pétrole et de gaz. Rien qu'en 2024, souligne l'Observatoire, la Russie a pu générer 235 milliards de dollars grâce à ses exportations de pétrole et de gaz. Cela, malgré les sanctions, représente en réalité 0,5% de plus que le montant généré en 2023 et seulement 3,7% de moins que les revenus générés en 2021, qui était l'année, suivant la pandémie de Covid-19 qui avait paralysé les ventes de pétrole. Les sanctions n'ont pas donné les résultats spectaculaires espérés par l'Ukraine et ont permis à Poutine d'obtenir plus d'argent pour financer son invasion. Ajoutez la flotte fantôme, ayant coûté plus de 14 milliards de dollars à Poutine et facilitant l'entrée de fonds illicites du pétrole et du gaz en Russie. Et c'est un vrai problème. Les sanctions occidentales sont bonnes en théorie et ont un impact. Mais elles ne vont pas assez loin. Et on pourrait dire que l'application de ces sanctions n'a pas tenu la promesse de ce qu'elles étaient censées accomplir. Ensuite, les opérations Fureur épique et Lion rugissant ont été lancées. Cette opération conjointe contre l'Iran, bien qu'efficace pour démontrer la puissance de feu américaine, a compliqué la question des sanctions en offrant à la Russie une bouée de sauvetage, certes moins solide que souhaité par Vladimir Poutine. Mais tant qu'on y est, si c'est le genre d'analyse que vous voulez voir, n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show. On vous explique tout comme ça chaque semaine. Il y a de nombreux arguments pour et contre la poursuite de l'opération Fureur épique. Mais la seule chose sur laquelle tout le monde peut s'accorder, c'est que cela a provoqué le chaos sur les marchés de l'énergie. La fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, avec des tactiques asymétriques, a directement entraîné la hausse des prix du pétrole évoquée. Au début du conflit, Poutine et ses proches souriaient largement, alors que l'argent du pétrole affluait. Selon The Guardian, la Russie a gagné environ 6 milliards d'euros, 6,93 milliards de dollars, en vendant des combustibles fossiles lors des 2 premières semaines de la guerre en Iran, dans un rapport du 12 mars. Cela représentait une hausse de 14% par rapport à la même période en février, soit 672 millions d'euros supplémentaires, ou environ 776 millions de dollars provenant des ventes de pétrole, de gaz et de charbon. Tout cet argent supplémentaire, que la Russie n'était pas censée gagner, peut être taxé par le Kremlin pour financer l'invasion de Poutine. Fin mars, Business Insider indiquait que le pétrole russe se vendait plus cher que le marché mondial à cause du choc d'approvisionnement lié à la guerre en Iran. Le pétrole russe, auparavant vendu 12 $ sous le prix du brut daté de la mer du Nord, se vend maintenant avec une prime de 4 $, soit l'effet inverse attendu des sanctions et plafonds de prix. Concernant les sanctions, Poutine a bénéficié d'un autre avantage depuis le début de la guerre en Iran. Vers la fin du mois de mars, les États-Unis ont assoupli certaines des sanctions qu'ils avaient imposées contre la Russie.
Il ne s'agit pas d'une levée générale des sanctions, et il est important de noter que cela n'est que temporaire. Certains navires russes, dont des pétroliers sous pavillon russe auparavant sanctionnés par les États-Unis, ont obtenu une licence générale pour achever le déchargement de leur pétrole. Le sursis ne concerne que les cargaisons chargées avant le 12 mars, rapporte RBC Ukraine, et il est valable jusqu'au 11 avril. Malgré ces restrictions, la décision de l'Amérique a provoqué des réactions partagées. Il était compréhensible que les États-Unis aient choisi cette option, voyant sans doute la levée temporaire des sanctions comme une solution rapide, mais non durable, au choc pétrolier causé par l'opération Epic Fury. Cependant, plusieurs dirigeants occidentaux, dont le chancelier allemand Friedrich Merz et le président français Emmanuel Macron, ont qualifié cette mesure d'inutile et, dans le cas de Macron, de totalement injustifiée. Un répit temporaire pour la Russie pourrait faciliter un futur allègement des sanctions, surtout si l'opération Epic Fury devient une campagne prolongée. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est joint à cette condamnation, déclarant lors d'une rencontre avec Macron en France « Lever les sanctions conduira à un renforcement de la position de la Russie. Cet assouplissement des États-Unis donnerait à la Russie 10 milliards de dollars pour la guerre, sans favoriser la paix. Tout ce que les États-Unis ont fait pour aider la Russie est temporaire. On peut en dire autant du blocus du détroit d'Ormuz et du chaos pétrolier auquel il a contribué. » Le président américain Donald Trump lui-même a déclaré le 1er avril que les États-Unis sont en train de terminer le travail en Iran, bien que cela prendra encore 2 à 3 semaines. Nous devrons attendre de voir si c'est vrai. Si c'est le cas, alors une date de fin pour le chaos qui a profité à la Russie est en vue. Pour l'Ukraine, tout avantage, même minime, pour la Russie et c'est déjà trop. Plutôt que de laisser Poutine s'en sortir en générant plus d'argent, à la fois à cause de la mauvaise application des sanctions précédentes et de tout ce qui s'est passé pendant l'opération Fureur épique, l'Ukraine a choisi la seconde option. Si les sanctions classiques sont insuffisantes, une semaine de sanctions aériennes suffira. Et cela nous ramène à Oust-Louga, Primorsk, et à tout le système d'exportation pétrolière russe en mer Baltique. De plus, il y a encore une chose que nous n'avons pas abordée, alors restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir de quoi il s'agit. Sur le front de la Baltique, nous avons déjà partagé de nombreux chiffres sur l'impact immédiat de ces 7 jours d'enfer. Regardons maintenant ce que l'Ukraine a accompli sous un angle plus large. Selon l'Atlantic Council, les 2 ports baltes que l'Ukraine frappe depuis 7 jours sont responsables de 40% de toute la capacité d'exportation de la Russie. C'est un chiffre énorme, et les frappes de l'Ukraine contre cette capacité suscitent beaucoup d'inquiétudes en Russie et à l'étranger. L'analyste de l'industrie pétrolière et gazière, Boris Aronstein, a déjà qualifié ce que nous venons de voir cette semaine de menace la plus sérieuse pour les exportations de pétrole russe depuis que Poutine a lancé son invasion en 2022. Cette menace peut s'accentuer. L'Ukraine a ouvert des accès aux ports baltes, et la Russie, après plus d'une semaine, n'a toujours pas réagi. Ces frappes sont également la preuve, s'il en fallait encore, que l'Ukraine a développé ses capacités de frappe à longue portée, au point de pouvoir toucher un grand nombre de cibles d'une importance cruciale pour la Russie. Ce sont des signaux auxquels Vladimir Poutine doit prêter attention, car les frappes répétées de l'Ukraine sur les ports baltes russes risquent de les rendre inutilisables pendant toute la guerre, si l'Ukraine poursuit ses sanctions aériennes. Analysons le succès initial des ventes de pétrole de la Russie pendant les 2 premières semaines de l'opération Fureur épique. The Guardian a rapporté que la Russie a gagné 6,93 milliards de dollars lors des 2 premières semaines de la guerre. Les ports baltes ne sont pas encore fermés par l'Ukraine, mais cela se rapproche. Si cela se produit, les 6,93 milliards pour 2 semaines tomberont à 4 milliards 158 millions de dollars simplement parce que la Russie perdra 40% de sa capacité d'exportation. Ajoutons les 235 milliards de dollars évoqués plus tôt, correspondant aux revenus pétroliers et gaziers russes pour 2024. Ce chiffre tombe à 141 milliards, lorsque 40% de la capacité d'exportation de la Russie est mise hors service. Nous voulons montrer que les sanctions aériennes de l'Ukraine ont montré qu'en une seule semaine, l'économie russe pouvait être lourdement touchée. Imaginez ce que l'Ukraine ferait avec 1 mois ou 1 an de frappe. Les ports baltes pourraient devenir une zone dangereuse que personne ne voudrait approcher. Cela pourrait retirer des milliards de dollars de la caisse de guerre de Poutine. Et c'est encore mieux pour l'Ukraine. Il y a un instant, nous vous avons dit qu'il y avait une autre chose que nous n'avons pas encore abordée dans la vidéo. Cette autre chose, c'est la Sibérie. Si Vladimir Poutine pense que les ports baltes russes posent problème, il sera furieux d'apprendre que l'Ukraine a commencé à relier les points pour mener une campagne destinée à paralyser l'économie russe. United 24.
Média donne les détails, en soulignant que Oust-Louga et Primorsk font partie d'une chaîne d'approvisionnement en pétrole sibérien, qui comprend l'oléoduc Droujba et 2 raffineries, Kirochinevda-Orgsands et Yaroslavl. Ensemble, ces installations sont responsables de 2,6 millions des 9 millions de barils que la Russie affirme pouvoir produire chaque jour. Près d'un tiers des exportations pétrolières russes passent par ces 5 sites. Oust-Louga et Primorsk sont maintenant si durement touchés qu'ils doivent fermer. L'oléoduc Droujba est fermé depuis janvier, perturbant l'approvisionnement de la Hongrie, la Slovaquie, la République tchèque et d'autres pays européens. 3 points sur 5 sont reliés. Un autre point intervient lorsque l'on constate que la semaine d'enfer infligée par l'Ukraine à la Russie a aussi comporté une frappe sur la raffinerie Kirochinevdi-Orgsands, vers le milieu de la semaine. La frappe a fermé la raffinerie, réduisant encore les barils que la Russie aurait pu exporter. Pour Yaroslavl, vous devinez sûrement ce que nous dirons. Elle a aussi été touchée. Le 28 mars, on a appris que la raffinerie était en feu, après une attaque de drones ukrainiens. Les points ont été reliés les uns après les autres. Alors que Oust-Louga et Primorsk font la une des journaux, et à juste titre, le véritable problème derrière ces difficultés évidentes pour la Russie, c'est que l'Ukraine est en train de démanteler toute la chaîne d'approvisionnement pétrolière de Sibérie. Tout s'est effondré petit à petit, à un degré de coordination et de calcul jamais vu de la part de l'Ukraine durant la guerre. L'ère des frappes isolées sur les sites pétroliers russes est terminée. L'Ukraine a de nouveau amélioré sa stratégie. Les frappes répétées sur des points clés des chaînes d'approvisionnement sont devenues la norme pour les frappes en profondeur, posant un problème majeur à Poutine. Il perd des actifs essentiels qui soutiennent l'économie russe à un moment où cette économie stagne, et même des experts pro-Kremlin disent qu'elle est de mise à genoux. La Banque centrale de Russie, la Haute École d'économie et le Centre d'analyse macroéconomique et de prévision à court terme publient tous des indicateurs montrant que l'économie russe est entrée en récession depuis novembre 2025. Et cela ne fera qu'empirer à partir de maintenant. L'Ukraine a la Russie dans les cordes. Le défi maintenant, c'est de la maintenir dans cette position. La semaine infernale sera une série de coups rapides, crochets, uppercuts, et tout ce que l'Ukraine peut lancer contre la Russie. L'objectif de l'Ukraine est désormais de bloquer la chaîne d'approvisionnement sibérienne. Les fermetures temporaires prouvent l'efficacité des sanctions aériennes ukrainiennes. Mais si cela continue, l'opération Fureur épique cessera. L'infrastructure russe ne pourra pas se rétablir, et les pertes dues aux frappes ukrainiennes passeront de milliards à des dizaines de milliards, ce qui pourrait pousser Poutine à arrêter son invasion. Alors que la Russie tente de se relever, et que l'Ukraine veut raviver ses blessures après cette semaine d'enfer, l'Ukraine continue de se renforcer. Des accords sont signés au Moyen-Orient, qui pourraient assurer l'avenir financier et militaire de l'Ukraine pour longtemps, et tout cela se produit grâce aux leçons que l'Ukraine a tirées de sa lutte contre la Russie. Envie d'en savoir plus ? Regardez notre vidéo sur la façon dont la guerre impliquant l'Iran fait de l'Ukraine un acteur clé au Moyen-Orient. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à The Military Show pour plus d'analyses sur la campagne ukrainienne de frappe en profondeur contre la Russie. Merci de nous regarder.